Il en reste deux, mais il faut juste les... Madame la ministre, je suis élu d'une circonscription rurale où beaucoup a été fait déjà en matière d'accessibilité aux personnes handicapées. En revanche, je suis de plus en plus alerté par des élus locaux de petites communes qui se retrouvent un peu désemparés face à l'inflation des normes, à la modification de normes qui se superposent les unes aux autres, au point que quelquefois l'obligation de résultat soit complètement écrasée par l'obligation de moyens à laquelle ils doivent répondre. Je prendrai un exemple récent d'un maire qui, cette semaine, m'a alerté sur sa volonté d'organiser l'accessibilité de son église paroissiale aux personnes à mobilité réduite, qui a lancé un projet estimé à 37 000 euros. L'église est classée. Après intervention des divers services de l'État concernés, le projet est arrivé à 290 000 euros. Donc, résultat de la décision, il ne fera pas. Donc aujourd'hui, de plus en plus, nos élus dans la ruralité font le choix de différer des investissements, c'est vrai aussi pour les écoles, plutôt que de les voir remis en question par un changement de normes. Donc ma question est la suivante. Pour remettre l'inclusion des personnes en situation de handicap au cœur du sujet, ne serait-il pas utile de mettre en place dans les territoires, au sein des préfectures par exemple, des médiateurs des normes qui seraient habilités à rendre un avis éclairé et pragmatique projet par projet, plutôt que de systématiquement objecter des normes qui se révèlent contre-productives par rapport à l'objectif? Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard. Madame Dubois. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je dois vous dire combien il est plaisant que la personne en charge de ce ministère connaisse aussi bien le sujet. Il est tellement attendu de l'action gouvernementale en faveur des personnes handicapées. Je suis moi-même issue de ce milieu en tant qu'enseignante spécialisée. Je vous remercie des orientations que vous avez données pour le rapprochement des IME et des établissements ordinaires. C'était la première question que je voulais vous poser. Donc, vous avez répondu à beaucoup d'autres que j'aurais pu poser à la place. Et je vais finalement vous poser une question qui concerne les enfants qui ont des troubles du comportement. Ce sont des enfants qui ont une intelligence préservée, mais dont le handicap empêche les apprentissages et provoque beaucoup de difficultés, aussi bien en milieu ordinaire que dans les ITEP où ils sont accueillis. Alors, quelles sont les pistes peut-être qui sont envisagées pour anticiper au maximum la prise en charge de ces jeunes et diminuer l'aggravation qui est très fréquente de ces difficultés? Merci beaucoup, Madame Dubois. Madame la Ministre, n'hésitez pas si sur certaines questions vous souhaitez le faire par écrit. Voilà, c'est aussi une possibilité. Alors, je vais essayer de regrouper quelques réponses. Monsieur Attal, sur l'éducation artistique, oui, c'est une des priorités du CIH. Hein, ça a été tout à fait précisé par la ministre de la Culture. Il y a des crédits qui seront dédiés pour le soutien à l'équipement des lieux de diffusion du spectacle vivant. C'est un engagement qui a été annoncé par la Nyssen. Il va falloir qu'on les définisse, qu'on y travaille, mais en effet, c'est une des priorités qui a été précisée. Sur les MDPH, Madame la députée Antoine, vous m'avez signalé, en effet, l'inflation des demandes, et c'est général dans toutes les MDPH. Je tiens à dire que ce ne sont pas des réformes en cascade, ce sont des réformes, bon, il n'y en a plus à venir, hein, vous les avez toutes citées, elles sont en cours, indispensables si on veut une amélioration à moyen terme. À court terme, oui, ça va générer beaucoup de problématiques. Oui, nous allons les accompagner plus, ces MDPH. La CNSA est totalement mobilisée là-dessus. Nous avons une nouvelle directrice, Anne Burstin, dont la feuille de route va être très précisée là-dessus, sur cet accompagnement des MDPH pour pouvoir améliorer le service rendu aux personnes en situation de handicap. Sur Madame Bazin-Maja, je pense que j'ai déjà répondu précédemment hein, sur le chantier de l'accompagnement, sur le périmètre, sur les ambitions de ce chantier. De toute façon, une communication vous sera faite dans les 2 mois qui viennent, conjointement avec le ministre de l'Éducation nationale et notre cabinet pour faire état hein, de l'avancement des chantiers. Donc je me permets d'être un peu brève là-dessus. Sur l'accessibilité, je tiens à dire qu'il existe des choses qui s'appellent les agendas d'accessibilité qui ont été déposés par de nombreuses collectivités pour un report à 3 ans, 6 ans, 9 ans, selon les difficultés de mise en accessibilité. Nous avons l'ambition d'accélérer ces agendas, surtout
de les rendre totalement transparents sur leur contenu. Ça, c'est un engagement du président et il sera tenu en 2018. Et nous souhaitons surtout travailler avec les collectivités locales, relancer les ambassadeurs de l'accessibilité qui avaient été tentés sur la précédente mandature, mais qui avaient un rattachement au préfet. Et nous pensons que ce n'est pas la bonne niveau de rattachement. Donc nous allons travailler avec les collectivités locales pour que ces ambassadeurs de l'accessibilité puissent vraiment être effectifs. Ils seront en service civique et ils auront justement cette mission, c'est d'accompagner les petits commerçants, tout ce qui fait la vie quotidienne de nos citoyens handicapés avec cette notion de parcours et de cheminement. Donc c'est une aussi des priorités et nous travaillerons en toute transparence et en concertation, en s'appuyant sur le savoir-faire des associations qui connaissent leur territoire et qui pourront justement accompagner ces ambassadeurs au niveau de la formation. Madame Charrière, sur la MDPH de Seine-Saint-Denis, c'est malheureusement pas que la Seine-Saint-Denis, c'est toute l'Île-de-France qui est en grand retard d'équipement des établissements médico-sociaux. Donc oui, nous allons bien sûr honorer les engagements précédents sur les créations, mais nous souhaitons aussi les accélérer sur l'Île-de-France, car il y a un vrai problème de sous-équipement de l'Île-de-France par rapport à l'ensemble du territoire. Donc oui, nous sommes totalement mobilisés pour pouvoir y répondre correctement. L'inflation des normes, Monsieur Gérard, vous avez tout à fait raison. Il faut aller vers une simplification des normes. Il faut penser qualité d'usage, de service rendu à la personne. Nous pouvons aussi, je peux aussi répondre conjointement avec Monsieur le député Vignal sur la rénovation des centres-villes. Il y a un outil qui est le logement inclusif. Nous avons un observatoire du logement inclusif et nous souhaitons vraiment innerver justement les centres-villes pour permettre à la personne handicapée de vivre en centre-ville, donc du coup de réduire les problèmes de transport et du coup de aussi changer le regard, tout simplement, en tout respect de la citoyenneté dans son projet de vie. Donc énormément de choses sur l'habitat inclusif. Je pourrais vous en faire part ultérieurement. Beaucoup d'initiatives qui sont mises en place avec les bailleurs sociaux, qui travaillent très intelligemment là-dessus, avec les associations qui sont tout à fait porteurs aussi d'innovation. Donc c'est certainement une des clés du vivre ensemble dans une citoyenneté totalement partagée. Sur Monsieur Cormier-Bonlujon, vous avez parlé de la paralysie cérébrale de Nicolas. Là aussi, je vous propose de faire un lien avec sa famille, si ce n'est déjà fait au sein de notre cabinet. Mais sur un vrai enjeu, c'est sur la formation des professionnels. Hein, donc au niveau de la prise en compte justement des handicaps totalement complexes, paralysie cérébrale. J'ai récemment fait passer un message, car je ne pouvais pas m'y rendre, à la Fondation Motrice, qui fait un travail énorme justement sur la recherche pour la paralysie cérébrale. Je ne sais pas, je crois que j'ai oublié personne. Sur la SNCF, oui, nous travaillons conjointement de toute façon avec Madame Borne là-dessus. Vous avez raison. Il y a en cours les assises de la mobilité sur lesquelles nous sommes partie prenante justement pour améliorer la problématique de l'accessibilité des stations. Donc nous y sommes tout à fait vigilants et sensibles. Ai-je oublié quelqu'un ? Madame Dubois. Madame Dubois, tout à fait. Madame Dubois, les troubles de comportement, c'est vraiment un sujet majeur. Car c'est un sujet qui peut mettre en péril énormément et l'enfant, et la classe, et l'enseignant. Le dispositif ITEP-CESAD, quand même, est assez innovant, dans le sens où d'abord la famille n'a pas à repasser devant une MDPH, et donc il y a une vraie notion de parcours. Donc il va falloir nous évaluer le dispositif, hein, c'est nouveau depuis une petite année maintenant, mais je pense que les équipes et enseignantes et spécialisées, et les professionnels du médico-social qui se sont engagés dans cette dynamique-là, nous disent déjà que ça fonctionne mieux, de permettre cette fluidifiée de parcours, de pouvoir du coup faire vivre un vrai temps partagé, pouvoir permettre à l'enfant d'aller souffler dans une équipe qui est plus protectrice, qui est plus étayante, pouvoir revenir à l'école de façon plus fluide. Donc ce sont des dispositifs comme cela qui sont beaucoup plus fluides et qui nous permettent surtout d'alléger les MDPH, parce qu'on parle de notification de parcours et non plus de notification d'établissement. Donc c'est très important et je pense que c'est une piste de progrès. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et merci à vous tous, chers collègues, et à bientôt pour la prochaine audition. Voilà, la semaine prochaine, audition...